Hello à tous et bienvenue sur Vie ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je vous présente dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur meilleure vie. Qu'est-ce que cela signifie de vivre sa meilleure vie ? Nous explorons cette question avec nos invités qui ont des vies atypiques ou des parcours non conventionnels afin de comprendre le mindset qu'ils ont développé pour relever les challenges qu'ils ont eus tout au long de leur chemin avant d'atteindre le succès. Nous partageons sans filtre, en toute honnêteté et authenticité, les chemins de vie de ces mentors virtuels. Mon but est de vous partager les outils et les clés pour vous aider à votre tour à trouver votre voie et vivre votre meilleure vie. Mon invitée aujourd'hui est Marie Madec, infopreneuse, coach et fondatrice de l'Académie bienveillante du cheval. Son approche du cheval est assez différente de ce que l'on peut trouver dans le monde classique. Elle apprend au cavalier le savoir-être et le savoir-faire pour créer une relation de cœur à cœur avec son cheval. Elle nous présente aujourd'hui comment elle a construit sa vie et son parcours, quels challenges elle a rencontrés et comment elle les a relevés. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez noter, commenter, partager, liker. Cela donnera un gros coup de pouce à la visibilité de ce podcast et je vous en serai éternellement reconnaissante. Bonne écoute! Bonjour Marie, donc la première chose c'est merci beaucoup d'avoir accepté cette interview et de venir expliquer un petit peu tout ton parcours sur Vie ta meilleure vie. Donc aujourd'hui tu es infopreneuse, coach et tu as créé l'Académie bienveillante du cheval. Et est-ce que tu veux expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que tu proposes? Oui, donc bonjour. Donc oui, j'ai créé en fait une académie parce qu'avant je donnais des stages en fait pour former les couples. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de former l'humain et le cheval ensemble en fait, tu vois. Et je faisais des stages et je me rendais bien compte que les personnes, il leur manquait, je sais pas, une dimension un peu, tu vois. Je pouvais donner qu'une petite quantité d'informations à chaque stage. Et du coup, j'ai décidé de créer une académie où j'ai tout mis, toutes mes connaissances, mais toutes mes connaissances, toutes mes expériences dedans, de manière structurée, tu vois, avec des modules et tout ça. Et du coup, voilà, donc je l'ai lancé en 2018. Ok. Et voilà, donc voilà, c'était vraiment pour moi très important de créer une école comme ça pour aider les propriétaires de chevaux, tu sais, qui ont du mal à créer le lien avec leur cheval. Donc les particuliers notamment, qui sont seuls chez eux, ou même les professionnels qui veulent aider d'autres particuliers justement et qui ne savent pas comment faire. Et comme tu disais dans ta présentation, donc je travaille sur le savoir-être humain et puis sur aussi donner du coup des techniques pour pouvoir communiquer avec son cheval. Donc Ok. et voilà, et c'est ça qu'on retrouve du coup dans cette académie. Vraiment créer le lien, aller vers la liberté avec son cheval, se responsabiliser dans les émotions. Donc je fais pas mal de communication non violente. C'est grâce à, enfin, c'est d'ailleurs pour partager la communication non violente avec les chevaux et avec soi-même que j'ai voulu créer cette académie à la base. Tu vois. Ok. Et maintenant, tu fais plus que ça. C'est-à-dire, maintenant, si on veut travailler avec toi, c'est à travers l'académie. Hein. Exactement. Ok. En fait, là, maintenant, il y a pas mal de personnes dans l'académie et du coup, moi, j'ai vraiment envie de consacrer mon temps avec ces personnes-là qui, tu vois, ont déjà tout vu les vidéos, qui connaissent un minimum de choses pour qu'on aille un peu plus loin. J'ai plus envie de redire tout ce que je redisais. Tu sais, quand tu donnes des cours, tu dis toujours la même chose. Ça commençait à être un peu fatigant aussi pour moi. Et du coup, là, les personnes, elles suivent les vidéos, les audios, les écrits. Tu sais, c'est vraiment comme vraiment une école, comme tu sais, j'ai fait la fac, l'université. Et du coup, voilà, j'ai un peu le truc comme ça. Donc, j'aurais donné tous les cours. Et puis après, éventuellement, je peux aider certaines personnes à débloquer certaines situations, mais qui ont déjà les connaissances, si tu veux que je leur donne. Donc voilà, donc oui, pour pouvoir avoir accès à moi, on est dans mon académie. Ok, d'accord. Et donc justement, je voulais un petit peu que tu présentes ton parcours, puisque tu as été à la fac, tu as eu, on va Mmh. dire, un parcours classique au niveau universitaire, et puis Oui. comme ça, tu t'es lancé dans les chevaux en fait. Donc comment cette idée a germé, comment ça s'est passé pour toi, cette évolution-là? Du coup, quand donc je peux partir à partir du lycée, donc j'étais vraiment très fan, des chevaux et j'avais déjà une façon de percevoir les chevaux un peu différente, tu vois? J'ai été au Mhm. lycée dans un lycée agricole, donc j'avais vraiment, embêté mes parents pour qu'ils m'emmènent là-bas et en fait, arrivée là-bas, au bout de quelques cours, j'ai été voir le directeur de l'école en me disant que l'éthique qu'il y avait dans le centre équestre, donc d'être obligée de porter une cravache
et de mettre des Mmh. entraînements n'était pas dans mon éthique. Donc j'étais jeune et pourtant assez timide, hein, tu vois, à l'époque et tout. Et il a accepté que j'arrête. Alors que j'étais allée OK! que pour ça. Bah ouais, du coup, moi j'étais là, non, mais je veux pas prendre une cravache, je veux pas faire du mal au cheval, je veux pas le. Tu sais, les entraînements fixes, tout ça, là, je pouvais pas, Ouais, en fait, déjà à l'époque. Alors que bah, tout ce qui était le bien-être et tout ce qu'on appelle l'équitation éthologique n'existait pas. Enfin, en tout cas, on n'en avait pas parlé, tu sais, à l'époque. ouais. Donc déjà, tu vois, il y avait un truc, un truc en moi. Et après, donc, bah, j'ai fait voilà, mon bac S et tout ça. Et puis, je savais pas trop quoi faire dans ma vie, mais j'aimais beaucoup le dépassement de soi. Tu sais, le sport, j'en faisais beaucoup. Je faisais de la course, tu vois, j'aimais bien ce côté-là. Et donc, je suis OK! allée en fac de sport. En fac de sport, naturellement, en me disant, bon, bah, ce qui me plaît le plus dans la vie, c'est le sport, le fait d'être, tu vois, voilà, me dépasser, quoi. Mais sauf qu'une fois que j'étais en fac de sport, ben, j'avais pas vraiment envie d'être prof de sport. Donc, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai découvert donc, tout ce qui était équitation éthologique parce que ma sœur a acheté un poney et puis du coup, on a commencé à voir ensemble tout ce qui existait OK. d'autres autrement parce que ma sœur était aussi comme moi. Donc Et à cette époque-là, tu n'avais pas de chevaux encore? ah non, moi, j'en avais pas. OK, Ma donc sœur avait c'est un finalement, poney. c'est bien ta sœur, en fait. Oui, c'est ça. Ma petite Excellent. sœur qui a pris un Connemara, mais qui était sauvage, tu vois, donc que tu peux pas débourrer tout seul dans ton prix avec les connaissances que tu avais galopette, tu vois. Mmh Donc on mh. l'a amené, enfin c'est ma sœur qui l'a amené chez un monsieur qui faisait des débourrages, tu sais, bah, justement comme bah, avec Robert Redford, tu vois, le Ouais. fameux, tu vois. Et donc il s'inspirait de Pas de paradis, tout ça, machin, tu vois. Et donc c'est là que je me suis dit, mais ouais, mais j'adore ça. Tu vois, j'adore déjà cette approche du cheval. Bon, cool. Donc maintenant, je fais quoi? Je suis en fac de sport, je fais quoi? Tu vois, bah, je vais au bout. Et je me dis, je vais au bout quand même, parce que j'aime bien aller au bout. Et je suis partie en Angleterre pendant 1 an pour développer l'anglais. Tu vois, j'ai vraiment pas un bon niveau. Et je me suis dit, bon, allez, je vais faire ça. Ça va être cool aussi de voyager. Mmh Et mh. donc j'ai fait ça. Et une fois que j'avais terminé, du coup, ma licence de sport, alors, du coup, une partie en anglais. Et ben, je suis revenue en France et je voulais me réorienter du coup dans tout ce qui était comportement animal et humain, l'éthologie, parce que c'est ça je savais que c'était ça qui m'intéressait, tu vois, comportement. OK. Je savais pas qu'il y avait l'humain avec tout à fait, mais je savais quand même qu'il y avait un truc. Enfin, tu vois, je sentais que c'était vers là. Et du coup, par contre, je pouvais pas aller directement au master et tout. OK. Je pouvais pas, tu vois, j'avais une licence de STAPS, je pouvais pas. Et donc, du coup, bah, j'ai été en master neurophysiologie et il y avait de l'éthologie dedans. Tu vois? OK, d'accord. Sauf qu'en arrivant là-dedans, il m'avait accepté, mais j'avais pas du tout le niveau. Déjà entre STAPS et master Ouais. neurophysiologie, il y avait un gap, mais carrément plus énorme que éthologie où j'aurais pu réussir, je suis sûre, mais bon, bref. Et du coup, j'ai arrêté. Et OK. au bout de, en fait, j'ai fait le premier semestre, mais j'avais eu 9 et j'ai passé le rattrapage et j'ai pas eu bah, 10. Il fallait avoir au moins 10, tu vois, pour pouvoir OK. passer en deuxième semestre. C'était pas les deux ensemble qui faisaient. Bref. Du coup, j'ai quand même fait mon stage d'éthologie, donc c'était avec des singes, tout ça. Et je suis partie, et je suis venue travailler, je travaillais dans les tomates, dans les serres. Tu vois, en Bretagne, nous, c'est ça qu'on Mmh. a pour travailler l'été quand t'es jeune. Et donc, il y avait Ouais. tomates, fleurs, etc. Je crois que c'était même les fleurs cette année-là. Et j'ai pu, grâce à ça, acheter mon premier cheval. OK, d'accord. Voilà, qui est arrivé là, tu vois, j'avais 23 ans. OK. Et donc, du coup, là, j'ai pu encore, bah, du coup, commencer à vraiment pratiquer ce que j'avais vu un petit peu. Et après, donc, je suis retournée à Rennes en biologie. J'ai dû refaire la licence 2, licence 3 pour pouvoir aller en master d'éthologie. Tu Waouh! vois, j'ai fait vraiment un long parcours universitaire. Voilà, pour pouvoir suivre ma passion. Et en même temps, bon, voilà, ça m'a appris plein d'autres choses, hein, le fait d'être à l'université. Mais voilà, donc ça a été un parcours un peu long. Et une fois que j'ai validé mon master comportement animal humain, bah, je me suis tout de suite lancée dans l'entrepreneuriat. Alors, je connaissais absolument rien. Mais c'est mon D'accord. compagnon qui m'avait dit: «Bah, vas-y, lance-toi, vas-y, quoi. Non, OK. lance-toi, ouvre, tu loues, une structure et puis tu vas aider les gens à éduquer, leurs chevaux, à débourrer les chevaux». Donc mon compagnon, c'est la personne qui débourrait le cheval de ma sœur au début de l'histoire, voilà. Pour OK, d'accord. que tu resitues. Donc Ouais, lui, il savait faire. Moi non, mais lui savait faire. ouais. Donc tu vois, il allait me mentorer. Moi, tous les week-ends, quand il allait, coacher les personnes et débourrer des chevaux, j'allais avec lui pendant que j'étais à la fac, tu vois? Donc j'étais pas non plus pas du tout formée, j'étais un peu formée quand Ouais. même. Il était à côté de moi au cas où, tu vois? J'étais pas OK. seule. Et du coup, voilà, donc je me suis lancée. Pendant 4 ans, j'ai loué une structure pour éduquer les chevaux, pour, faire des rééducations et je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait, ça servait à rien d'éduquer un cheval ou de rééduquer un cheval si la personne en face n'était pas formée. Mmh. Tu vois? OK. Et j'ai tout de suite dit ça. Et du coup, c'est comme ça que je me suis rendu compte et au bout de 4 ans, j'ai arrêté de faire ça et j'ai décidé de coacher que les couples. D'accord, OK. Et donc,
quand tu as décidé de te lancer en indépendant, quelle a été la réaction de ton entourage? Donc tu as évoqué, ton compagnon qui t'a poussé, qui était, vraiment un super moteur, derrière toi et comment ça s'est passé au niveau de ta famille ou au niveau de tes amis? Tu vois, comment ça a été perçu? Est-ce que c'était plutôt positif, négatif? Est-ce qu'on t'a encouragé? Ou bien au contraire, on t'a dit: je suis pas très sûre que ce soit une bonne idée»? Alors du coup, moi j'ai une façon de travailler, toujours comme ça, c'est que je ne dis rien à personne et je fais mon truc. Donc comme ça, je suis pas OK, influencée par ce que les autres peuvent ressentir, parce que j'ai toujours ressenti que, tu sais, chaque personne voit la vie avec, son propre filtre par rapport à son voilà, son univers et moi dans ma famille, personne n'est entrepreneur et du OK. coup, bah, voilà, je voulais pas être limitée par leur propre peur Mmh mh, et donc mmh. j'aurais rien dit, quand, je leur ai dit quand j'avais décidé de m'installer, je m'installe. Voilà, je vais devenir auto-entrepreneur et puis paf et j'y vais. Donc en fait, je demande pas l'avis et je demande pas du tout ce que les gens pensent autour de moi et je fais pareil pour tout. Pour mon académie, personne ne savait que j'allais la sortir. Puis du jour au lendemain, genre, je fais un gros lancement et puis bam, plein de gens qui rentrent. Les gens ils font: «What? Mais c'est passé quoi là?» Là, j'avais prévenu personne. Je fais dans mon coin, bam, tu vois? OK. Voilà, pour pas être influencée. Et ça c'est ton caractère qui est comme ça? Ou bien c'est quelque chose que tu as développé justement parce que tu as vu que, bon voilà, l'influence extérieure pouvait être parfois négative et que tu voulais pas être parasité? Bah, je sais pas si c'est inné, mais en tout cas, je me rends bien compte que moi, j'avais déjà plein de peur. Quand tu te lances dans un truc que tu connais pas, tu as peur. De toute façon, c'est Ouais, comme ça, tu vois? Et du coup, moi, j'avais déjà très peur et si on allait encore plus me rajouter de peur, j'aurais peut-être pas fait. Du coup, je préfère ne pas, tu vois? Donc, je sais pas si c'est inné ou pas, mais j'ai toujours trouvé que c'était comme ça et je continue encore comme ça. J'ai encore plein de projets et j'en parle à personne parce que je sais que c'est des trucs dingues et que les gens, ils vont me dire: «Mais ça va pas». Quand j'ai commencé à vouloir travailler en ligne, j'ai entendu que les gens j'avais déjà lancé qui disaient que ça marcherait pas. Mais regarde mec, mes chiffres, ça marche! Donc tu vois, ouais. même une fois que c'est lancé, les gens croient pas, tu vois? Donc voilà, je vois bien que là, il y a beaucoup de peur et j'ai assez avec les miennes. Donc je sais pas si c'est OK. OK, mais c'est une bonne stratégie en tout cas. C'est vrai qu'après je pense que ça dépend peut-être des personnalités, tu vois? Ça marche très bien pour toi. mmh, Il y a des gens qui ont besoin d'un support un petit peu plus présent, tu vois? Avec des gens qui vont les encourager quand même. j'étais pas seule. Donc lui, il croyait en Ouais, moi, donc je pense que ça me suffit, tu vois? ouais. Pour les gens qui sont vraiment seuls, j'imagine qu'ils ont peut-être besoin d'avoir un soutien. OK, super intéressant et donc cette structure que tu as lancée, au jour d'aujourd'hui, elle n'existe plus? C'est-à-dire que là, c'est vraiment que du online que tu fais? Oui, j'ai arrêté du coup en 2014. OK, Et donc déjà financièrement ça fonctionnait pas et en plus, j'avais pas le niveau de savoir-être à l'époque que j'ai aujourd'hui, donc j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes avec des gens, avec des personnes qui étaient en pension, avec des gens qui mes clients et cetera. Tu vois? Comme dit mon compagnon: «J'ai mangé mon pain noir». J'ai souffert OK, pendant un moment, tu vois? Et donc c'est là que OK. j'ai appris aussi la vie, où j'ai appris où, bah, en fait, voilà, la relation avec les humains est aussi importante qu'avec les chevaux et j'avais un gros travail à faire sur ça. Communiquer, être clair, Mmh. savoir dire non, savoir, obtenir des oui et cetera, tu vois? Travailler tout ce que est mon leadership au final intérieur avec, voilà, déjà rien qu'avec moi-même. Et donc c'est pour ça qu'après quand j'ai commencé à coacher les humains avec leurs chevaux, je continue à me former à fond sur, bah, justement la communication non violente, développement personnel un minimum, tu vois? Pour être épanouie dans ma vie de tous les jours aussi, OK. voilà, pour vivre ma meilleure vie. Exactement. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu justement les challenges que tu as rencontrés et quelles ont été les leçons que tu en as tirées? Tu vois, ou voire même les échecs, tu vois, est-ce que tu considères que tu as eu des échecs ou des moments où tu te dis bon voilà, là ça a merdé malheureusement, mais au moins j'ai appris ça. Ouais, alors, bah, des challenges, j'en ai eu, bah, comme tout le monde, hein, donc je dirais le premier dans ma vie professionnelle, donc c'était là, dans l'écurie que je louais, où en fait, comme j'avais pas de enfin moi j'appelle ça le savoir-être, tu vois? C'est l'attitude que tu as par rapport aux gens. Comme je savais pas communiquer, bah, c'est un peu que les gens ce qu'ils me disaient, ce qu'ils percevaient, c'est que j'étais pas la maître chez moi, tu vois? J'avais une écurie, mais il y avait des plus fortes personnalités qui, quand les gens arrivaient, disaient: «Ah, c'est elle la patronne», alors qu'en fait, c'était moi, mais moi, j'étais complètement effacée, complètement, tu sais, je suis pas quelqu'un non plus qui maintenant aujourd'hui se la pète ou qui se met en avant ou quoi, pas du tout, mais je c'est ma place, quoi. Je sais où est ma place et à l'époque, j'avais pas et du coup, tu sais, j'étais un peu dans ce qu'on appelle le triangle de Karman, je sais pas, tu connais, j'imagine le nom? Peut-être pas? Ouais
Et donc, du coup, je me plaçais beaucoup victime. Et puis, donc, du coup, il y avait les persécuteurs, etc. Donc, c'était pas sain. Mes relations humaines n'étaient pas saines. Et donc, du coup, sur le coup, j'ai trouvé ça très difficile parce qu'il y a à peu près 70% de ma clientèle qui s'est retournée contre moi et qui est partie. Donc, si tu veux, comme j'étais dans le mode victime, retourner contre moi, ça prenait son sens parce que c'est pas vrai, hein, du coup, mais tu sais, c'est dans le mode quand tu es dans ce rôle-là, tu t'imagines que les gens te persécutent ou tout ça. Et du coup, j'ai perdu pas mal. Déjà que j'avais du mal financièrement, j'ai perdu beaucoup. Et c'est là que je me suis rendu compte que à l'intérieur, je sentais que j'étais quelqu'un qui était pourtant, tu sais, attiré par la bienveillance et tout ça. Et pourtant, les gens ne m'aimaient pas. Donc, il y avait quelque chose. Et donc, ça a été une grande leçon pour moi en me disant, c'est pas ce que je suis à l'intérieur que les gens voient, mais comme je suis timide et que je dis rien et qu'après j'explose parce que j'en peux plus, il y a et tu vois, il y a quand même une violence, certaine violence. Bon, maintenant, je stoppe tout et les gens se sentent rejetés. Enfin, voilà. Donc, ça a été ma première grande leçon. Et donc, quand j'ai stoppé, et après, j'ai tout de suite cherché à tisser un lien avec les gens, justement, comme avec les chevaux, un lien de confiance et de vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Tu vois. Et ça a été la première chose. Après, je dirais que je vois, enfin, les challenges les plus marquants, je sais pas, mais après, le dernier challenge que j'ai eu, c'est la mort de mon frère. Et du coup, là, ça a été très difficile pour moi parce que du coup, on était en 2021. Donc, heureusement pour moi, donc mon académie était là depuis un moment et du coup, elle tournait, donc j'ai pas pu travailler pendant beaucoup, beaucoup de mois. Et là, ce que j'ai appris, c'est la résilience. Tu vois, donc là, ça a été encore un niveau au-dessus. Le premier m'a mis conscience de la violence des humains et de ma propre violence, donc m'a amené vers la CNV. Et là, c'est encore assez récent, mais je ressens j'ai appris ce que c'était la résilience et je pense que la résilience est très important pour un entrepreneur. Je le lis partout, mais je viens juste de commencer à le toucher du doigt, donc je peux pas encore te dire quel effet ça aura, mais je pense qu'il va y avoir des effets à venir. Parce que là, c'est juste maintenant que je le ressens. Donc voilà les gros challenges que j'ai pu avoir. Ok. Ouais, c'est des sacrés challenges, effectivement. Et tu es devenue maman aussi, ça, j'imagine que ça a été un gros changement dans ta vie. Et est-ce que tu peux expliquer justement qu'est-ce que devenir maman a changé dans ta vie? Et est-ce que tu as dû t'ajuster? Est-ce que, voilà, quels ont été les changements qui ont découlé de ce nouvel état, puisqu'on devient maman du jour au lendemain? Oui. Alors, en fait, il y a un truc aussi, je sais pas trop comment ça se passe exactement, mais en fait, j'ai comme une intuition, des choses qui vont arriver. Et je ressens ces choses. Et en fait, quand j'étais enceinte, je sentais que je voulais travailler en ligne. Tu vois. Et Ok. déjà depuis plusieurs années, hein, en fait, depuis que en fait, je me rendais compte que ce que j'enseignais aux personnes n'existe pas ailleurs. Tu sais, ce mix-là Mhm. de comment je le fais. Je voulais lancer en ligne. Et puis justement, avec mon frère, il me disait tout le temps, parce qu'il travaillait étant informaticien, tu vois, il aime bien tout ce qui est ordinateur, etc. Et il me disait, ah, t'as lancé ton école en ligne. Et moi, je disais toujours, non, 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 tu vois, je procrastinais tout le temps. Donc, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, bon, maintenant, je vais me former pour vraiment le faire. Et je sentais que c'était le moment. C'était en 2017, tu vois, donc il n'y avait pas encore le Covid et tout ça. Hein, donc, c'était déjà un Ouais, peu. ouais, ouais. Personne ne le faisait vraiment, travailler en ligne avec les chevaux. Non, comment veux-tu travailler en ligne alors que le cheval, il est loin? Enfin, tu vois, c'était comme ça. Et en fait, je me suis formée. Et puis moi, quand je me forme, je suis bête et disciplinée. C'est-à-dire que je fais tout, 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 tout. J'écoute tout, je note tout, j'apprends tout par cœur et je fais exactement à la lettre ce que la personne dit. Donc, tu vois, je fais ça. Et du coup, je fais confiance à la personne et je fais tout. Donc, je suis pas en train de trier ça me plaît, ça me plaît pas. Non, je fais tout. Et tu me dis que ça Mhm, marche, mhm. je fais. Ça va marcher. Et du coup, Ok. j'ai travaillé, je faisais à peu près 7 heures par jour de formation pendant que j'étais enceinte, parce que du coup, j'ai arrêté de travailler au 6e ou 7e mois, parce que tu sais, je faisais que des déplacements en stage, en fait, donc Ouais. le gros ventre et tout, moi j'avais du mal, donc j'ai arrêté. Et puis aussi au niveau émotionnel, tu vois, je sentais que ça commençait à m'agacer quand les personnes ne faisaient pas ce que je voulais, alors que Ouais. d'habitude pas du tout, tu vois. Donc voilà, je me suis dit non, ça va pas, donc j'arrête. Je me prends soin de moi et je me forme. Et en fait, je sentais comme si c'était le début de quelque chose et que c'était important de le faire maintenant, mais maintenant. Et puis l'homme avec lequel je me suis formée, donc c'est un Canadien, il disait oui, c'est la première vague. Donc, du coup, maintenant, c'est une autre définition pour tout le monde, mais à l'époque, Ouais. ça n'existait pas. Et prenez-la, c'est la première vague, vous allez voir, ça va être trop cool. Les autres, après, ils sont toujours en retard, en fait, par rapport à vous. Et donc, moi, je l'ai prise. Et je me suis formée à fond. Et du coup, j'ai accouché. Et c'est 9 mois après, à peu près, que j'ai lancé mon académie avec tous les conseils que j'avais appris pendant la grossesse. J'ai fait exactement ce qu'il a Ok. dit de faire et ça a marché. Tu vois. Ok. Et donc, du Excellent. coup, moi, je m'étais préparée grâce à ça. Moi, ce que je voulais, c'est d'avoir mon enfant tout le temps avec moi. Donc, au début, Mhm. j'allais en stage avec lui.
Et je le portais et tout pendant 8 heures, voilà, enfin bref. Et puis j'ai fait tout doucement comme ça, donc j'ai repris les stages, je le portais, quand il pleuvait, c'était galère, enfin bref, tu imagines bien avec un bébé en portage. Oh là Donc je là, voulais ouais. vraiment rester au maximum avec lui. Et puis en fait, ben, quand j'ai lancé mon académie, j'ai pu réduire les stages et après tout arrêter les stages de toute façon. Et donc maintenant, bah, je peux vraiment être avec lui, pouvoir lui enseigner bah, tout ce que j'ai envie de lui transmettre avec justement la communication non violente. C'est hyper passionnant avec un enfant parce que du coup, Mhm. c'est pas comme avec un adulte qui est complètement, tu vois, déjà éduqué dans sa Oui, façon de parler, avec son langage intérieur qui parle tout le temps d'une manière comme ça, alors qu'un enfant, tu peux l'aider directement à communiquer en CNV, donc c'est trop cool. Mais du coup, au niveau de mon entreprise, je crois pas que ça a changé grand-chose. La passion restait la même. C'est juste que ça m'a confirmé que je voulais travailler à distance pour pouvoir passer du temps avec lui. Tu vois, au moins ça. ouais. Mais sinon, au niveau de la transformation, euh, je me trouvais pas vraiment différente entre avant et après l'accouchement. Voilà. Pour moi, forcément, ça m'a appris des choses, mais voilà, c'est pas comme je disais, les deux autres challenges qui m'ont vraiment Ouais, transformée derrière. ouais. Là, c'était pas vraiment un challenge, quoi. C'était un bonheur pour moi de réaliser. C'était mon rêve, en fait, d'avoir un enfant. Donc, du coup, c'était voilà, du bonheur. J'étais heureuse, épanouie, tu vois. Mais au niveau de mon, tu vois, Ok. ça m'a pas empêché de faire un gros lancement orchestré, alors que je Ok. l'avais tout le temps à côté de moi et sur le dos. Et du coup, dans l'académie, les vidéos, donc je garde les mêmes parce que j'aime bien. Et puis, je rajoute des nouvelles tout le temps parce que je suis toujours en train d'améliorer. Mais du coup, tu me vois avec le bébé en portage devant, derrière, tout ça, comme ça. Excellent. Parce que du coup, je filmais toutes mes vidéos avec lui. Bah ouais, du coup, j'ai créé avec lui l'académie. Donc, il fait partie de l'académie. Ok. Voilà. Et ça n'a pas changé, je sais pas, ta perception, ta vision du temps, parce que forcément, et je l'ai expérimenté aux premières loges, c'est ce que personnellement j'ai trouvé difficile, c'est peut-être pas le mot, mais vraiment ça a été la grosse claque, on va dire ça comme ça. C'est le fait que d'un coup, ta vie, on va dire 90% de ton volume horaire est dicté par quelque chose qui est vraiment à l'extérieur de toi. Tu dois répondre à certains besoins qui sont à Mm. l'extérieur de toi. Et du coup, je trouve que ce qui m'a transformée, c'était, OK, le temps que j'ai n'a plus du tout la même valeur, en fait. Tu vois, le temps, avant, tu peux passer 8 heures au boulot, même si ton boulot, c'est pas wonderful, c'est pas très grave, parce que bon, ben voilà, tu sais qu'il faut le faire, et puis après, tu rentres chez toi, tu fais tes petits hobbies, tes petites activités, OK. Mais là, d'un coup, enfin, tu veux passer, logiquement, tu veux passer du temps avec ta famille, et du coup, Mm. les 8 heures que tu passes, tu vois, à bosser dans ton job, tu te demandes pourquoi tu les fais, là, vraiment. Et du coup, est-ce que tu as eu comme ça tu vois, une marque ou une différence comme ça? Ou peut-être pas, parce que finalement, tu étais déjà dans quelque chose qui t'épanouissait énormément. Ou peut-être que tu as pu finalement combiner les deux? Ouais, c'est ça. En fait, quand il était tout bébé, donc ce qui était pas facile, bah, c'était justement physiquement parce que je le portais beaucoup, tu vois. Donc il était avec moi. Oui, Donc ça, c'est déjà, ouais, c'est cool. Je faisais mon travail avec mon enfant. ouais. Et donc j'ai été vraiment doucement, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à le laisser à son père, je suis partie une demi-journée en stage juste à côté de chez moi, tu vois. Et après, Ouais, je suis partie une journée. Et après, je ok. suis partie 2 jours à Nantes. Et il y avait un bébé qui arrêtait pas de pleurer en plus, qui n'était pas le mien et tout. Mon corps, il faisait ça à chaque fois. Pendant 2 jours et 2 jours, ça allait mieux. Donc je me suis plus ou moins sevrée un peu. Donc ça, voilà. Et sinon, enfin, pendant qu'il était petit, ça allait vraiment parce que j'arrivais à faire. En fait, je travaillais, comment dire, je le poussais en poussette et puis en même temps, je faisais mes audios, je faisais mes trucs. Tu vois, j'ai toujours combiné un peu les deux. En étant avec, je travaillais en étant avec. Et du coup, moi, Ok, j'avais pas un boulot, je me suis jamais forcée à faire quelque chose que j'aimais pas, tu vois. Donc, et ouais. j'ai jamais travaillé 8 heures d'affilée, tu sais, je fais 2 heures par-ci, 1 heure par-là, tatati, tatata, un peu comme je Mhm. fais là, tu vois, je l'ai déposé chez Mémé, je fais l'interview, après je vais le récupérer, je vais aller à la siège, je vais retravailler. Et du coup, j'ai toujours un peu mixé comme ça. Ce qui était dur pour moi, c'était le Covid, avec quand on a été confinés, alors qu'il avait genre 3 ans, tu vois. Donc là, il avait Ouais, besoin tout le temps que je sois là. Mais ouais. du coup, ça m'a amené à déléguer, à transformer ma société. J'ai pris une salariée à 35 heures par semaine. J'ai 2 Ok, coachs qui travaillent pour moi. Donc l'académie, maintenant, c'est une équipe. Donc j'ai délégué, tu vois. Donc ça a fait aussi évoluer. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est un peu compliqué. Donc là, je suis contente parce que mes parents ont déménagé. Du coup, ok. avec le drame qui s'est passé dans la famille, ils ont Ouais. voulu se rapprocher aussi. Et du coup, ils ont pris une maison qui est juste à 100 mètres de chez moi. Donc, c'est vrai que là, maintenant, depuis qu'ils sont là,
bah, tu vois, là, c'est plus tranquille. Là, je sais qu'il va pas venir, ça n'a pas été trop dérangeant. Mais quand tu es dans un truc, tu sais, quand tu es dans l'inspiration et que tu as un espèce de fil conducteur pour aller de là à là dans ton inspiration, dans ta création et que quelqu'un vient te casser, ça te casse le fil et le retrouver, c'est fatigant. Mais voilà, je trouve que je gère pas trop mal et que, bah, oui, j'ai moins de temps pour travailler, mais que du coup, maintenant, j'ai des personnes, 3 personnes qui travaillent avec moi pour faire aussi les choses que je peux plus faire. OK, Voilà, OK, évolution. excellent. Donc, finalement, ça t'a poussé à déléguer, à faire évoluer ton entreprise pour que ce soit toujours au service, de ta vie, en fait. Ouais, exactement et puis là, ma mère, elle va aussi rentrer en tant que salariée dans ma société parce que du coup, elle OK. va évoluer encore la société donc tu vois, il y aura une deuxième salariée et en plus dans ma famille et donc moi, je trouve ça cool, tu vois, de travailler avec ma famille. Donc voilà et donc après voilà, on va peut-être aussi en prendre encore une autre freelance cette année. Donc en fait, on a agrandi de plus en plus l'équipe pour avoir l'académie de mes rêves qui continue à évoluer, tu vois? Pour que les gens soient de plus en plus, accompagnés, formés et puis en même temps que moi je puisse garder ma vie, comme tu dis, de maman ou parce qu'on a envie de profiter quoi, si je veux aider, les gens à créer le lien avec leur cheval, mais si j'ai pas le lien avec mon enfant, tu vois, ça sert à rien quoi, ça perd tout le sens. Ouais, 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 tout à fait. Et du coup, comment tu décrirais ta journée type? Alors, je sais pas si tu as une journée type, mais en tout cas, voilà, comment tu gères dans tes journées, en fait? Comme ça peut donner peut-être, une idée, aux personnes qui peuvent écouter, qui sont pas du tout dans la même configuration, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui est ultra développé en France, Mmh. déjà. Alors en plus, voilà, comment on fait quand on a un business, quand on a des salariés, un et bientôt des salariés, qu'on a un enfant, qu'on a des chevaux, les chevaux, il faut aller s'en occuper aussi. Donc, comment ça se passe un petit peu ta journée? Alors, l'organisation à la base, c'est pas du tout mon truc, tu vois? Pas du tout. Je suis plutôt à faire, «Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire quoi?» et puis: «Tiens, où est-ce que j'en suis depuis hier par rapport à tel montage?» et cetera et depuis que j'ai une salariée, justement, elle me cadre un petit peu parce qu'elle a besoin de cadre. Donc Mmh. tu vois? Donc du coup, elle m'apprend un peu l'organisation et puis voilà, je me forme un peu en organisation aussi. Donc du coup, maintenant, j'arrive à peu près à avoir des structures de journée, donc je peux répondre à ta question alors que par non, j'aurais pas pu. Donc du coup, déjà, bah, le matin, moi, c'est, me lever et puis préparer le petit déj du petit, le réveiller et cetera et cetera et donc déjà, bah, de 7h30 à 8h30, je m'en occupe et puis je l'amène à l'école, tu vois? Donc ça, déjà, voilà. Ensuite, je reviens et à 9h, je prends le petit déjeuner avec mon compagnon parce que c'est aussi important pour moi qu'on ait du temps ensemble avec mon Mmh. compagnon le matin, le midi, le soir, tu vois? Ouais. Parce que voilà, c'est important, la famille pour moi et ensuite, bah, je travaille de 9h à 13h à peu près et là, je fais tout ce qui est création et tout ce qui est réflexion. OK. Donc ça peut être, justement, bah, un podcast, ça peut être une création de contenu, ça peut être, bah, justement restructurer, mon académie, ça peut être préparer un lancement orchestré, ça peut être préparer une formation courte parce que je fais un petit peu de formation courte pour le grand public, on va dire. Bref, tout ce qui est création et qui me demande de réfléchir. Voilà, ensuite je mange à midi et à l'après-midi, du coup, c'est plus pour, bah, justement, je vais voir mes chevaux, j'essaye d'avoir des moments où je travaille mes chevaux aussi parce que si moi-même je progresse pas avec mes chevaux et ben, du coup, après, c'est pareil, tu sais, le côté dépassement de soi là que j'aime bien Mmh. l'avoir avec mes chevaux toujours et du coup, là, tu vois, en ce moment, je travaille vers le piafé en liberté, tout ça, donc c'est des trucs qui me font rêver et puis en même temps me tirent un peu vers l'eau parce que ça demande un peu de boulot et du coup, l'après-midi, j'essaye au moins de travailler un de mes chevaux et Mmh. parfois j'ai un coaching aussi par-ci par-là ou tu vois, des interviews, des trucs comme ça à faire. Voilà et puis, le petit, je le laisse à la garderie pour pouvoir avoir le temps, de monter mon cheval éventuellement si j'ai travaillé l'après-midi, pouvoir aller monter mon cheval pendant qu'il est à la Mmh. garderie. Ensuite, je vais le chercher à 18h et puis, après je passe toute la soirée, avec ma famille et OK. avant des fois je travaillais à 20h30 avec des zooms et tout ça et maintenant je peux plus parce que du coup avec, mon fils on s'endort ensemble dans le lit en fait et du coup, ben, ça dépend des moments, enfin voilà, on se raconte des histoires, on a un moment vraiment de qualité à ce moment-là que je veux pas enlever et du coup maintenant Mmh. mes zooms ou de pour les tu sais, des fois j'ai des ateliers en direct dans mon académie, je vais plus les mettre le dimanche matin ou, tu vois, j'ai dû encore, c'est avec l'âge en fait, l'enfant Ouais. évolue tellement que ça change. Quand il était petit, je pouvais travailler encore le soir, plus maintenant. Voilà en gros, comment je m'organise. Et en plus, bah, il y a OK. tout le ménage à faire, tout ça, donc bah, en fait, j'automatise beaucoup pour le Ouais. temps. Donc tu vois, par exemple, j'ai acheté un robot pour, le Roomba là, pour le sol, Oui. qui aspire, mais il y en a un autre qui lave. Du coup, ça déjà, ça te fait gagner du temps. Bon, c'est peut-être pas parfait pour les gens qui veulent du nickel, hein, mais pour moi, c'est bien. Et du coup, j'automatise vraiment au maximum, mais même tout, hein, pour les emails, pour les séquences mails.
j'essaye d'automatiser au maximum pour gagner le plus de temps possible. Ok, donc tu Ok. délègues en fait, tu délègues un maximum. Même la partie Voilà. ménage à des robots, c'est parfait. Voilà, j'ai même un cookéo pour la nourriture aussi. Enfin, tu vois, j'essaye voilà, de faire au max ce qui peut être automatisé, l'est, tout ce qui peut être optimisé, l'est. Et même pour ma salariée, elle l'optimise aussi au maximum. Tu vois, je suis dans cette optique-là. Puis avec les ordinateurs, maintenant, avec un peu de connaissances, tu peux vite automatiser quand même. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Et tu as combien de chevaux aujourd'hui? J'en ai 4. Ok, d'accord. Ouais, c'est du boulot, hein, 4 chevaux. On s'imagine peut-être pas pour les auditeurs qui sont pas du tout dans le cheval, c'est pas mal de travail, hein. Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai aussi automatisé. Donc, j'ai acheté un terrain et j'ai fait un puits. Donc, du coup, le gain de temps pour mettre l'eau pour les chevaux, bah, c'est phénoménal. Ça me fait gagner 1 heure par jour. Parce que du coup, le Ok. puits au milieu des 4. En fait, j'ai le puits au milieu des 4 prés. Donc, il y a 4 hectares. 1 hectare enfin, voilà. Tu vois, tu coupes en 4, quoi. Ouais. Et puis, le puits au milieu. Et puis, je mets l'eau comme ça, tac, tac. Donc, en 5 minutes, c'est fait. Parce qu'il y a, pareil, un jet super fort. Donc, voilà. Ok. Pour la nourriture, on a acheté un tracteur. Et puis, on met un botte de foin qu'on laisse tremper un peu. Et puis on les laisse aller manger le foin. Donc, pareil, tous les 15 jours seulement. Et ça prend 1 heure tous les 15 jours. Donc, du coup, c'est assez rapide. Et après, j'ai 2 Ok. chevaux qui sont à la retraite, donc du coup, je les travaille pas. Et les autres, de toute façon, bah, c'est aussi mes collègues, parce que du coup, je continue à les filmer. Ils font partie de Ouais. l'académie, tu vois. Parce que du coup, c'est eux que je filme aussi pour l'académie. Donc, du coup, c'est mes collègues de travail, donc on travaille ensemble, on fait des films ensemble. Enfin, c'est assez. Voilà. Donc, en fait, ils font partie, de toute façon, je les filme régulièrement. Donc, pour moi, quand je travaille mes chevaux, c'est mon travail, si tu veux, j'ai la chance. Donc, quand je les filme, ah tiens, je vais m'en servir pour montrer ça, je vais m'en servir pour montrer ça. Je fais des masterclass, tu sais, chez moi, il y a des gens qui viennent. Donc, les étudiants de l'académie viennent par 30 sur des week-ends, en fait, pendant l'été. Puis mes chevaux, bah, c'est eux les stars, quoi. Et puis, donc, on les prend, on les met dans le bon longe. Et puis, bah, les 30 personnes vont faire des exercices avec eux. Et puis, mes chevaux, ils sont là, comme des petits rois, tout contents, là, à faire tout. Donc, ils font vraiment partie de l'académie. Donc, je vois pas, tu vois, je les vois pas comme des chevaux de loisirs qui seraient là pour Ouais. me faire plaisir. C'est vraiment, ils font partie de ma vie professionnelle, quoi. Tu vois, ils sont même à ma société, en fait. Ouais, Mm. ouais, ouais, d'accord. D'accord, ok, bah super, c'est une super organisation. Pour quelqu'un qui n'était pas très organisé il y a un an, ça a l'air de rouler quand Ouais, même c'est ça. vachement bien. Bah, en fait, quand on est obligé, quand on se rend compte qu'on n'arrive plus, on se met à s'organiser. En fait, moi, je me demandais pourquoi je suis bordélique et tout, mais parce qu'en fait, j'avais le temps de chercher les trucs Ouais, quand j'étais ouais, perdu. Et là, maintenant que j'ai plus le temps, je suis obligée d'avoir des cas de je sais, là, c'est ça c'est là, ça c'est là, parce que sinon, j'ai pas le temps et que là, c'est plus fini, tu vois. Donc, l'organisation sert à ça, à gagner du temps. Et ça, je l'ai compris très tard, grâce à l'enfant. ouais, ouais, ouais. Mais c'est une bonne remarque. Il va falloir que je regarde maintenant tout ce que je peux automatiser dans ma vie pour essayer de gagner un peu plus de temps. C'est une très bonne idée, Ouais. ça me plaît beaucoup. Est-ce que si tu regardes ton parcours avec tes yeux à toi aujourd'hui, si tu regardes toute ton évolution, est-ce que tu aurais des conseils à donner à Marie quand elle a commencé ou Marie quand elle s'est lancée? Est-ce que tu as un conseil à te donner à toi jeune? Euh, je réfléchis, parce qu'il y a des moments quand même, donc je sentais que j'allais y arriver, tu vois. Et il y a des moments quand même où je doutais. Je sais pas, qu'est-ce que je lui dirais? Parce que je sais qu'aujourd'hui, parfois, quand j'ai des émotions, je vais lui parler aujourd'hui, tu vois. Ok. Donc, je vais lui donner de l'empathie aujourd'hui. Mhm. À la Marie d'avant, qui est Ok. encore des fois touchée par des trucs, tu vois. Ok. Donc, en fait, je sais pas, récemment, par exemple, j'étais bloquée sur. En fait, il m'est arrivé un truc une fois avec un de mes chevaux qui était sorti. Donc, j'avais fait une démo et il avait sauté la barrière pour qu'il me quitter. Donc, c'était Ok. il y a une dizaine d'années. Tu vois, le truc horrible, tu vois, t'es en démo et puis le cheval il se bat. Ouais. Et du coup, ça me bloquait encore aujourd'hui sur, par exemple, me faire une démo maintenant. Alors que maintenant, jamais il partirait, tu vois. Mais ça me bloquait encore, j'avais peur. Et du coup, ça c'était, tu vois, ça m'avait bloqué. L'année dernière, j'avais fait des zooms en direct avec mes chevaux pour les personnes qui me suivent. Et du coup, j'étais coincée. Et du coup, j'avais été donner de l'empathie à la Marie de l'époque sur, ah bah oui, quand le cheval est parti, tu te sentais comme ça. Et aujourd'hui, tu te sens encore comme ça. Et tu vois, c'est un peu particulier. Donc, du coup, je prends soin de la Marie d'avant encore aujourd'hui quand il y a quelque chose qui ressort.
Mais après, lui donner un conseil avant, bah, elle était peut-être pas prête à l'entendre. Je sais pas, je vois pas trop, tu vois, là, quel conseil j'aurais pu lui donner. Mais par contre, prendre soin aujourd'hui de ce qu'elle a Ok. fait à l'époque, c'est important pour moi, de toujours l'écouter. Donc ça peut peut-être paraître bizarre à écouter, mais c'est comme ça que je le ressens, que je le vis. Ok, non, mais écoute, c'est très intéressant. Ben, c'est prendre soin de des blessures qu'on a eues quand on était plus jeune et Mmh. qui prennent parfois du temps à cicatriser et à passer au-delà, quoi. Donc, je comprends tout à fait. Je Mmh. comprends, oui. C'est des moments difficiles, ce genre de choses. Il m'était arrivé en démo de tomber. C'est jamais très agréable, c'est jamais des moments où on se dit wouhou, je me suis montré sur Ouais. mon meilleur jour. Mais bon, au final, c'est l'ego qui parle parce que bon, voilà, ça arrive en réalité à tout le monde. Donc, Ouais, mais là, tu mais vois, elle était toujours blessée, elle était toujours triste, en fait. Donc j'ai été écouter sa tristesse et puis elle ok, était triste après, tu vois? Donc il y avait vraiment quelque chose quand même qui avait été, peut-être pas le cheval, le fait que le cheval ait sauté, mais après d'avoir été seule, par exemple, tu vois? De pas avoir pu en ouais. parler ou j'en sais rien, tu vois? Il y avait quelque chose qui était resté, donc voilà. Maintenant c'est bon, je peux faire des démos. Et donc, comme ça, en fait, tu t'adresses avec empathie à la Marie d'avant, et c'est ça qui t'aide à te dépasser, en fait, et à passer à autre chose, finalement, à refermer Mmh. cette blessure-là, et te dire, voilà, c'est bon, maintenant, je peux débloquer. Est-ce que tu fonctionnes Ouais. comme ça avec toutes les blessures, ou c'est, non, tu fais un petit peu en fonction de ce qui vient, ou, voilà, est-ce que c'est, entre guillemets, une méthode, ou c'est quelque chose, voilà, tu fais comme tu le ressens? Bah, en fait, mon boulot, c'est vraiment de bon, super pouvoir, on peut appeler ça, tu sais qu'il y en a qui disent ça, bon, moi j'aime pas trop le mot super pouvoir, mais en tout cas, c'est mon don naturel maintenant que j'ai développé, aussi, c'est vraiment l'empathie et donc du coup, pour moi, chaque émotion qu'on vit, bah, tu vois, on peut l'écouter et du coup, on peut donner l'empathie à l'autre, on peut donner l'empathie au cheval, donc moi, c'est ce que dans l'académie, ce que j'apprends, hein, tu vois, le cheval, il a des émotions, on va aussi pouvoir lui donner l'empathie, ressentir ce qu'il ressent et cetera et en fait, bah, je le fais aussi avec, bah, sur les blessures ou sur, voilà, sur une émotion qui n'a pas été écoutée et qui l'a et qui a encore besoin d'être écoutée et en fait, une fois que l'émotion a été écoutée, elle s'en va et donc du Mhm. coup, là, je peux donner cet exemple-là, mais au quotidien, tu vois, peu importe ce qui se passe, je vais aller, me donner de l'empathie ou donner de l'empathie à mon enfant. C'est quand il est pas content, quand il fait une crise de colère, par exemple, bah, du coup, s'il a besoin d'empathie, je vais en donner, mon compagnon aussi, ça fait partie de ma vie vraiment, bah, c'est pour ça que la communication non violente, c'est, tu sais, avoir une écoute compatissante, en fait et c'est Mhm. l'empathie et donc oui, il y a un processus d'empathie, on peut apprendre à vraiment se pour que l'autre se sente vraiment écouté et donc tu vois, faire la différence entre la sympathie et l'empathie, où la Mhm. sympathie, en fait, tu vas dire: «Ah oui, je comprends, moi aussi j'ai eu tel problème» et en fait, tu es dans la compréhension, c'est la sympathie ou l'empathie où tu vas juste pas relier à toi et juste écouter ce que la personne vit en elle et en fait, une fois qu'on sait faire ça avec les autres, donc avec les chevaux, avec les humains, on peut se le faire avec, bon, avec soi-même, on peut le faire aussi, mais sur une vie, enfin sur, tu sais, une blessure émotionnelle, on peut le faire aussi. C'est un tout petit peu plus dur, Mhm. mais en ayant fait sur avec les autres, avec soi-même sur des trucs, genre, là, je suis pas contente parce que j'ai, je sais pas quoi, tu vois? Un truc, un besoin pas comblé un peu simple, on va pouvoir aller chercher après plus loin pour les blessures émotionnelles. Ok, c'est vachement intéressant ce que tu dis. Par exemple, je suis souvent dans la sympathie et c'est quelque chose qui est très difficile à gérer au quotidien, notamment ben, tout simplement dans le boulot de tous les jours. Hein. Et du coup, est-ce que tu as des conseils ou des choses que tu peux partager sur comment faire la différence ou comment se détacher? Se détacher, tu vois, de passer de la sympathie à l'empathie pour pas en être affecté, parce que sinon, ça peut vite devenir compliqué en fait. Ouais, bah, par exemple, tu vois, je coachais une fille, enfin une femme quoi et en fait, tu sais, moi j'aide les personnes vraiment qui ont un quand je fais des coachings premium, quand elles ont un problème avec leur cheval vraiment assez fort, c'est qu'elles arrivent elles ont vraiment du mal par elles-mêmes à refaire le lien et là, l'histoire, c'était que la femme était enceinte et la jument était, enfin, elle est poulinée et donc elle a eu son poulain et la femme, elle, par contre, a perdu son bébé au bout d'un mois. Tu vois? Et du coup, le fait qu'elle ait perdu son bébé, donc déjà c'était tragique, donc elle avait besoin de beaucoup d'empathie dessus et en plus, bah, du coup sa jument, limite pas elle était pas jalouse de sa jument, mais tu vois, il y avait eu un: «Toi tu l'as, moi je l'ai pas», tu vois? Il y avait eu un truc et du coup ça avait créé, vraiment un lien de conflictuel et elles ont perdu le lien. Et du coup, moi j'étais là pour aider à refaire le lien entre les 2. Mais du coup, bah, j'ai été amenée à travailler aussi évidemment sur, la femme, sur son parce qu'elle avait besoin d'empathie, mais vraiment beaucoup par rapport à cette perte. Sauf que moi,
bah, c'est une de mes plus grandes peurs de perdre mon enfant, mon bébé, tu vois? C'était ma plus grande peur aussi. Du coup, j'ai été la voir et je lui ai dit: «Écoute, tu vas me raconter, juste un tout petit peu et puis moi je vais» et du coup après donc moi ça m'a fait, pleurer, tu sais, je sentais que je pouvais pas lui donner d'empathie, donc j'étais dans la sympathie et je lui ai dit: «Écoute, c'était juste, pour prendre un peu contact». Moi j'étais dans ma voiture, donc pendant 3 heures, j'avais 3 heures de route après. Je me suis donné de l'empathie à mort, à moi, à mort, à mort, à mort sur ce sujet, tu vois? Donc vraiment, vraiment, j'ai pleuré 3 heures, enfin c'était vraiment je lui ai donné l'empathie à moi-même et un jour je lui ai dit: «Écoute, ça y est, je suis prête. Je peux te donner l'empathie sur ce sujet». Et du coup, j'étais vraiment prête parce que j'avais reçu moi-même l'empathie, donc j'avais besoin pour ne plus être dans la sympathie. Donc je l'ai fait avec moi-même, mais là, tu vois, par exemple, par rapport à mon frère et le deuil, j'ai pris quelqu'un pour m'aider parce que c'était vraiment, j'arrivais pas, quoi. Mais là, j'avais réussi. Et du coup, j'ai pu l'aider. Elle a eu toute l'empathie. Elle a été guérie, entre guillemets, de ça. On a vu quel besoin n'était pas comblé. Et puis, maintenant, tu vois, elle peut voilà, vivre correctement sa vie. Et le lien avec sa jument est revenu. Donc, j'ai été au bout de mon coaching grâce à l'empathie au final. Donc, bien sûr, il y a aussi la communication, le savoir-faire et tout ça, hein, que tu connais d'ailleurs. Hein, mais il y a toute cette partie d'empathie qui est moi et ma spécialité. Et donc, bah, voilà, je pense que ça peut répondre à ta question. C'est déjà apprendre à se donner de l'empathie à soi-même pour après pouvoir en donner à l'autre. Du coup, pour toi, quels sont les éléments de ton propre mindset qui sont hyper importants pour mener la vie que tu mènes? Donc peut-être c'est moins dans le, je sais pas comment dire, peut-être le relationnel ou enfin ou l'émotionnel, mais plus dans le mindset, tu vois? Qu'est-ce qui font pour toi les ingrédients entre guillemets qui fait que tu as la capacité aujourd'hui de vivre ta meilleure vie? Bah, pour moi, ce que j'ai découvert avec mon parcours, c'est que pour être épanouie, donc pour moi, vivre sa meilleure vie, c'est d'être épanouie au quotidien, OK, tu vois? OK. Déjà, quand tu te lèves le matin, tu es épanouie, tu sais que tu vas faire des trucs que tu aimes bien, que voilà, que tu t'entends bien avec, bah, ta famille, que tu t'éclates avec tes amis et tout ça. Donc pour moi, c'est ça la meilleure vie. C'est pas d'obtenir de plus en plus de trucs, c'est de vraiment être épanouie au quotidien, de pas, être dans la peur, de pas être dans la dépression, de pas tu vois, il y a beaucoup de personnes Mmh. quand même qui sont dans la dépression. Moi, je suis plutôt du style, quand mes besoins sont pas comblés, ben, d'aller vers la dépression. Tu vois? Mmh. C'est plus mon style, plus que le burn-out ou autre, tu vois? Et pour moi, donc être épanoui, c'est vraiment de prendre conscience qu'on a des besoins et d'aller les OK. combler, tout simplement. Et du coup, en fait, chaque être humain a des besoins, les chevaux aussi d'ailleurs ont des besoins, tu vois? Et du coup, si on veut avoir une relation épanouie, on va aller combler les besoins des 2. Et du coup, moi, dans ma vie de tous les jours, pour vraiment vivre ma meilleure vie, c'est de faire attention, de prendre soin de mes besoins. Ça, c'est vraiment la chose la plus Mmh. importante. Et du coup, le mindset, pour moi, le mindset, c'est vraiment l'état d'esprit de réussite. Alors, je sais pas si c'est réussite ce que toi, tu veux dire par mindset là? C'est, par exemple, je vais te donner des exemples sur ce qu'on m'a dit sur d'autres interviews. Ça va être la ténacité ou alors avoir de l'audace pour oser vraiment aller décrocher ses rêves. Tu vois, donc c'est plus, voilà, quels sont ces ingrédients-là. Bah, en fait, moi, j'ai une vision de ce que je veux faire, ce que je veux être et tu vois, ce qui me tient à cœur. Donc moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment que les personnes découvrent, le pouvoir de l'empathie parce que c'est quelque chose qu'on a tous Mhm. en nous, à part les psychopathes. Mais bon, normalement, j'ai pas de psychopathes qui me suivent et qui te suivent non plus, j'espère. Et J'espère. du coup, pour moi, c'est ça, tu vois? Et hem et du coup, pour moi, en fait, c'est de savoir où on va et du coup, après le mindset, c'est quand, tu vois, on a un obstacle qui arrive, c'est de pouvoir, être inarrêtable dans le sens, bah, je vais continuer à aller vers là. Donc moi, j'imagine, en fait, tu vois, par exemple, ma société, c'est comme un bateau à Mhm. voile assez grand et du coup qu'on a un cap et Mhm. parfois, ben, hop, on peut perdre un peu le cap et puis après, hop, on retourne, voilà, on a un cap, on va par là et on est inarrêtable et pour moi, ce qui me permet d'être inarrêtable, c'est justement si je suis arrêtée parce que je suis bloquée. Donc par exemple, là, j'ai été bloquée en 2021 pendant quelques mois, pas Mhm. paralysée, mais tu sais, j'étais comme dans un brouillard et je voyais plus rien et j'étais dans la souffrance quotidienne. Bah, du coup, comment j'ai fait? Bah, du coup, bah, pareil encore une fois, en allant, en recevant de l'empathie petit à petit avec le temps et cetera et du coup, pour moi, être inarrêtable, c'est justement dès qu'on a un obstacle et bah, d'aller voir pourquoi ça nous touche nous. Donc si on s'arrête, c'est parce qu'émotionnellement, c'est dur, tu vois? On se dit: «Ah non, c'est pas fait», tu sais et nous, on se dit: «C'est pas fait pour moi», tout ça et en fait, en allant écouter, en allant travailler sur soi au plus profond, bah, on débloque et on continue et donc du coup,
pour moi, on est inarrêtable comme ça. Donc tout ce qui est, tu sais, un peu développement personnel, genre vas-y, il faut avoir de l'audace, il faut oser, tout ça, moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis Ouais. plus dans l'écoute, dans l'intuition, tu vois. Genre, Ok. t'adores ça, t'es un peu obsédé par ça parce que t'adores ça. Donc, moi, j'adore la CNV, j'adore le lien avec les chevaux. Du coup, ça m'anime et du coup, je vais vers là. Et puis, si j'ai une émotion, moi, je vais l'écouter et puis je repars. Voilà, la Ok. passion. Voilà, Ouais. passionné par ce qu'on fait. Et finalement, tu vois, dans notre discussion, l'impression que j'ai, c'est que ça coulait de source, en fait. Tu vois, que tu as vraiment suivi, justement, tu as cette capacité à suivre ton intuition et à suivre, tu vois, ton chemin. Et je pense que c'est là où peut-être la plupart des gens, pourquoi on arrive à des moments de dépression ou de mal-être, c'est parce que justement, il y a cette fracture où c'est Mm, difficile, c'est pas quelque chose que la plupart des gens ont d'arriver à suivre cette mm. envie-là ou cette intuition. Donc c'est vrai que dans Ouais, ce que c'est tu ça. racontes de ton parcours, on se dit waouh, tout a coulé de source, tu vois, tout était très fluide. Il n'y a pas eu de moment où tu dis bon voilà, ça y est, là ça va plus du tout, j'ai besoin de changer ma vie radicalement, tu vois. Est-ce que tu confirmes mon impression? Bah, en fait, quand j'étais pas du tout dans le savoir-être au départ, tu sais, quand j'ai eu les 4 ans là dans Oui. l'écurie, là, j'aimais pas le savoir-être à ce moment-là et du coup, j'avais pas d'intuition. Donc c'est pour ça aussi que ça s'est pas très bien passé, je pense, tu vois? Ok. Et du coup, quand j'ai dit à mon compagnon: «Écoute, j'ai pas d'argent, est-ce que tu veux bien payer le loyer et à manger pendant quelques mois et que j'essaye un nouveau truc?» tu vois? Ou à coacher les gens parce que je ressens que c'est ça et si ça marche, tant mieux, sinon j'irai travailler en tant que salarié quelque part, tu vois? Mhm. Là, je pense que comme je suis beaucoup formée pour aller, tu sais, je fais beaucoup d'instants présents avec les chevaux, je Mhm. vais dans l'instant présent, j'écoute les bruits, je ressens ce que le cheval ressent et puis voilà, je l'aide aussi quand il est stressé à aller dans l'instant présent. Je pense que ça a ouvert cette intuition. Que l'intuition, en fait, elle est venue par le travail. À force de Ok. me faire de la méditation, D'accord. Ouais. calme, de voir que j'avais des besoins. Parce que l'intuition n'était pas là à la base. Et puis là où vraiment ça a développé une intuition de dingue, c'est quand mon frère est décédé parce que du coup ça m'a Mhm. tellement choquée et puis j'ai quand même été voir qu'est-ce que c'était la mort, qu'est-ce qu'il y avait Ouais. après. Je refusais de croire que je pourrais plus le voir, enfin le voir si, mais plus communiquer avec lui, tu vois. Donc j'ai été un peu poussée vers ça. Donc même si je suis pas du tout quelqu'un de très spirituel, c'est pas, enfin voilà, c'est pas ma passion du tout, et puis je regarde plus grand chose là-dessus, mais ça m'a quand même ouvert quelque chose, tu vois, je sais pas, quelque Ok. chose. Ok. Donc, pour moi, l'intuition, ça se travaille. Et déjà, de prendre D'accord. conscience, pour les personnes qui vont entendre, se dire, tiens, l'intuition, ah ouais, tiens, qu'est-ce que c'est? Ils vont peut-être aller voir, ils vont peut-être commencer à faire un peu d'instant présent ou de méditation, et puis voir que finalement, et puis pour moi, l'intuition, ça se respecte aussi. Tu sais, des fois, tu te Mhm. forces à faire des trucs, tu as Mhm. l'intuition, et tu te dis, ah non, non, il faut faire ça. Donc le fait de faire de la CNV et de me dire, on arrête de dire il faut, et je choisis de, déjà, et de me Mhm. former en CNV, ça m'a aidé aussi à suivre mon intuition. Mais pour moi, tout le monde l'a. Mais avec l'éducation, bah, du coup, tu sais, en CNV, on appelle ça chacal, le langage chacal. Bah, du coup, comme on se force, ça, la petite voix s'éteint. Ok, ouais. Donc en fait, si on se Bon, force sans arrêt, on tue notre intuition, tout simplement. voilà. Ouais, c'est possible. Enfin, on la tue pas parce qu'elle est toujours là, mais du coup, voilà, prendre des moments chaque jour pour se poser des questions. Donc moi, par exemple, pour m'aider à me connecter à mon intuition, j'écoute de la musique Ok. que j'aime, tu vois. Et ça me remet avec parfois aussi, je me pose plein de questions, tu vois. Est-ce que je vais faire ça ou faire ça? Tu vois, j'avais prévu de faire un lancement orchestré en février, puis mon intuition me disait non, ce sera en mai. Bon, bah, du coup, tant pis, je fais pas en février, je fais en mai. J'écoute tout mon intuition, je fais confiance maintenant. Mais avant, tu dis bah non, regarde les finances, c'est en février, tu vois. Donc, Mhm. comme il y a beaucoup de peur, ben, du coup, on écoute plus nos peurs que notre intuition Ok. au début. Puis petit à petit, à force, voilà. Ok, c'est marrant parce que quand tu dis que tu es pas du tout spirituel, dans tout ce que tu me racontes aujourd'hui, moi je perçois beaucoup de spiritualité. Alors pas dans le sens je crois aux fées ou aux lutins, hein, pas du tout dans ce mode-là, mais plutôt tu vois justement cette connexion avec soi-même, ses émotions, de respecter l'empathie. Enfin moi je trouve ça assez spirituel tout ce que tu racontes. Et pourtant je sais que tu es une sacrée businesswoman et que tu fais aussi beaucoup d'investissements. Est-ce que Ouais. tu veux nous parler un petit peu de tout ce côté-là? Peut-être que les gens connaissent moins de Marie, parce qu'on connaît Marie beaucoup via les chevaux. Et tu es Mm. aussi à fond dans l'investissement. Est-ce que tu veux nous expliquer peut-être
comment ça rentre dans ta vision et dans ce que tu veux faire, en fait? Ouais, bah, en fait, donc oui, je dis que je suis pas très spirituelle parce qu'en fait, je suis très sur terre. Donc j'ai beaucoup les pieds sur terre. Tu sais, comme je fais beaucoup justement d'ancrage avec l'instant présent, bah, je suis là, je le sens, tu vois? Et donc je suis pas perchée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je ne suis pas perchée. OK. Donc toutes les personnes qui sont un peu perchées, qui racontent des trucs que je comprends un peu mal, à chaque fois je suis là, hop, 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 hop. Donc en gros, je développe un peu mon côté spirituel grâce à ma salariée qui est assez spirituelle, mais je la ramène en général sur terre aussi. Bam! De temps en temps, je la ramène et puis elle dit: «Ouh!» et mais bon, ça lui fait du bien. Donc voilà. Donc j'aime bien être ancrée et être là. Et donc OK. oui, en fait, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est vraiment la liberté. Comme je disais, donc ça se Mmh. là, on voit avec ma passion avec les chevaux, la liberté, parce que je suis toujours à poil avec les chevaux, bon, pas moi, mais eux, ils sont aussi. Donc en liberté Oui, complète. il faut Heu, préciser. voilà, On ne moi va pas non. choquer les enfants ici. Non, 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 c'est bien ça qui est tenu. Voilà, c'est ça. Donc voilà, j'aime bien vraiment être, voilà, dans cette liberté. Et du coup, bah, forcément, dans les finances, c'est pareil. La liberté financière, l'indépendance financière, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et du coup, tous les humains, pour moi, donc on a tous les mêmes besoins. Donc ce que j'ai appris en tout cas en CNV, on a tous les mêmes besoins, mais on n'a pas tous les mêmes stratégies pour combler ces besoins, tu vois? Mmh. Et du coup, l'argent, c'est un moyen de combler des besoins. Donc on Mmh. peut, très bien combler son besoin de liberté juste en marchant, je sais pas, sur la plage par exemple, mais on peut aussi du coup combler son besoin de liberté en partant en avion pour aller à tel endroit. Donc il y en a un qui coûtera de l'argent, un autre qui coûtera pas. Mmh. Mais du coup, je veux moi être libre, de choisir les stratégies, celles qui me viennent. Tu vois, si mon intuition me dit: «Tiens, tu pourrais faire ça», mais que j'ai pas d'argent, je fais comment, tu vois? Donc du coup, je me suis dit: «Bah, moi, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, donc pendant très longtemps, j'ai pas eu beaucoup d'argent». D'ailleurs, mes 4 premières années d'entrepreneuriat, j'avais rien du tout. Donc mes parents me donnaient Mmh. de l'argent pour acheter à manger, tu me rends compte? Bref. OK. Voilà, c'était voilà, j'ai jamais vraiment connu, du coup, l'opulence. Mais je me suis dit: «Bah, ouais, moi, je veux être libre financièrement, comment je fais?» Et ben, du coup, c'est en faisant des investissements aussi. Donc bien sûr, avec une entreprise qui fonctionne, qui génère du chiffre, mais une fois que j'ai cet argent, je fais quoi avec? Et du coup, comme Mmh. je suis pas du tout quelqu'un qui a tendance à acheter, tu vois, moi, je m'en fous des voitures, je m'en fous des bah, voilà, tu sais, tous les gens qui sont riches sur internet et qu'on voit là des moi, c'est mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ça c'est pas important pour moi. Mmh. Moi, ce qui est important pour moi, par contre, c'est d'acheter un terrain, tu vois? Combien je trouve c'était cool. Tu imagines, tu as vu le gain de temps que j'ai eu? De pouvoir avoir de l'eau sur place et cetera. Enfin, tu sais, ça a amélioré vraiment mon confort de vie. Donc ma vision, c'est d'amener les personnes qui sont, donc dans mon académie, on va dire ça comme ça pour l'instant, vers du coup le plus de liberté. Donc ce Mmh. qui s'est passé en fait au début, c'est que les gens donc ils se sont inscrits pour avoir la liberté avec leur cheval, mais en développant tous le savoir-être et tout ça, l'empathie, ils se sont rendus compte: «Ah ouais, mais en fait moi je veux aussi améliorer ma vie et dans mon couple et aussi surtout dans mon boulot». Et donc il y a des personnes qui se retrouvent à changer de boulot à 50 ans qui sont dans l'académie, tu vois? Et du coup, bah, dans ma vision, j'ai envie aussi de pouvoir les aider quelque part à aller vers cette, tu vois, la liberté financière. Sauf que moi, je ne l'ai pas encore atteinte. Et donc du coup, Mmh. en fait, je veux déjà moi-même, tu vois, comme avec mes choses, j'ai d'abord fait avant d'enseigner. J'ai enseigné à beaucoup de personnes avant de créer vraiment une école. Et là, c'est pareil. Donc moi-même, les investissements, je suis dans une académie aussi où j'apprends à le faire. Et c'est vrai que bah, je partage ça aussi. Tu sais, j'ai un groupe Telegram pour les gens qui me suivent sur mon Mmh. académie où je leur partage aussi. Et donc, je sais qu'il y a pas mal de personnes académiques qui commencent à faire des investissements et qui sont beaucoup plus libres dans leur vie aussi. Donc, amener les gens vers la liberté, après, financièrement, avec leur cheval ou autre, enfin, peu importe, mais vers la liberté. Et pour moi, c'est ça ça a vraiment du sens. Et puis, bah, aussi, toujours encore une fois, pour générer des revenus passifs et avoir encore plus de temps pour pouvoir, si j'ai besoin, tu vois, comme là, avoir 6 mois, t'imagines, j'ai eu 6 mois de pas travailler Ouais. en 2021. C'est énorme pour un entrepreneur. Ouais. 6 mois. Donc j'ai fait un chiffre d'affaires plus élevé en 2021 que 2020 quand même, je sais pas comment, mais comme quoi c'est que c'était bien planifié. Ouais. Mais quand même, enfin tu vois, c'est un luxe quelque part d'avoir pu faire un deuil, de vivre cette période sans être, tu vois, obligé de travailler, tu vois? Mmh. C'était quand même très respectueux pour moi d'avoir ce temps-là pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc d'avoir fait des investissements, donc ça c'est plus de comment avoir mis en place un chiffre qui fonctionne bien, enfin, tu vois, qui tombe, régulièrement, que l'investissement lui-même. L'investissement là, ce sera plutôt dans, 5-6 ans que je vais pouvoir voir qu'est-ce que ça Mmh. va apporter, tu vois? Parce que ces déplacements sont là. Mais je serai encore plus libre tu pourras me réinterviewer dans 6 ans. Exactement. Écoute, Donc voilà, j'espère donc que liberté d'ici là, je financière. serai aussi libre financièrement. Oui, ouais, tout à fait. Donc là, moi, je suis déjà libre quelque part parce que ma société fonctionne bien et que j'ai des placements pour Ouais. l'avenir.
je suis déjà libre dans le sens où je fais déjà ce que je veux, Oui, tu vois. ouais, tout à fait. Euh, Et ça, donc, c'est une notion que j'aime beaucoup. La liberté, c'est une notion qui est très importante dans ma vie, pour moi aussi. Et ouais, souvent, on pense en France que être salarié, c'est vraiment la chose à faire, mais finalement, on est juste à un pas d'être completely broke en anglais. Donc, c'est vraiment banqueroute, tu vois. C'est si ton employeur te dit bye bye, c'est fini. T'as pas d'autres ressources financières. Et aujourd'hui, la liberté financière, comment on peut ouais, l'avoir, c'est justement en ayant différents ouais, investissements et différents lignes qui vont te rapporter de l'argent. Comme ça, si jamais il y en a une qui ne marche plus du jour au lendemain, bah, t'en as d'autres. Parce que si le salariat du mm, jour au lendemain, ça marche plus, bah, du coup, c'est compliqué. Et je pense que la crise du Covid, un des côtés très positifs qu'on a eu de ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte de ça. Personne n'avait vu venir une pandémie mondiale où d'un coup, tu vois, la terre entière allait s'arrêter, on ne pouvait plus aller au travail. Enfin, personne ne pouvait imaginer ça. Il y a eu beaucoup de restructurations, d'une part, donc beaucoup d'entreprises ont fermé. Et d'autre part, je pense que les gens se sont rendus compte aussi, mais attends une minute, qu'est-ce que je fais avec mon temps en fait? Est-ce que je place mm, vraiment du temps là où je veux le mettre? Donc, si je dois citer un des aspects positifs de la crise Covid, ce serait ça. Donc effectivement, mm, c'est la liberté financière, elle n'est pas du tout liée au salariat, c'est même pas vraiment, c'est même l'inverse. Même si après, la France, au niveau, par exemple, si on va avoir des prix immobiliers ou quoi, si on n'a pas de CDI, c'est compliqué, mais voilà, tu vois, c'est mm, encore des systèmes qui sont un peu à deux vitesses comme ça. On est dans un monde très changeant, mais les mm, institutions, par exemple, les institutions bancaires n'ont pas trop évolué, quoi. mm. Donc c'est très intéressant cette notion de liberté et liberté financière. Donc ça a beaucoup de sens, tu vois, dans ta vision à toi. En tout cas, ça me Ouais, c'est parle. ça. Ouais. Donc, est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui écoutent le podcast pour que eux, ils puissent vivre leur meilleure vie? Bah, ce serait vraiment de s'écouter au maximum de qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Parce que tu sais, là, on Mhm. parlait justement du salariat ou entrepreneuriat, mais en fait, dans les deux cas, on peut combler ses besoins et ça dépend qu'est-ce qu'on a réellement besoin. Et enfin, quel est notre, tu vois, comme, je sais pas, comme je te disais tout à l'heure, les stratégies qu'on choisit pour combler des besoins, elles sont vraiment différentes par rapport à notre personnalité. Et en fait, on est tellement tous différents que Mhm. on peut pas dire, tu vois, l'entrepreneuriat paraissait bien ou pas, parce que je sais que l'entrepreneuriat, bah, c'est beaucoup d'heures de travail. Quand j'ai créé mon académie de 2018 à 2019, j'ai travaillé de 7h du mat à 23h tous les jours pendant un an. Tu vois, c'est des choses que moi j'adore travailler comme une dingue, mais est-ce que tout le monde est fait pour ça? Pas forcément. Donc ce serait vraiment de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment toi à l'intérieur. Tu vois, moi je veux travailler mes chevaux en liberté en écoutant Titanic, mais voilà, je le fais, quoi, tu vois. Même si les gens écrivent que c'est nul Titanic ou que le travail en liberté c'est nul, bah, moi je veux vraiment ça. Et du coup, mais je te jure que je m'éclate tous les jours avec mes chevaux en liberté. Non, mais et c'est ça que je veux vraiment faire. Et j'adore faire tout le temps la même chose. Par exemple, avec mes chevaux, j'adore faire plein de trucs, mais c'est toujours, souvent c'est la même chose. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin plus de changer ou tu vois. Et donc, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Et il y a des fois, on croit être quelque chose ou aimer des choses, mais c'est parce qu'on a appris à aimer ça ou qu'on pense être comme ça. Parce que tu sais, Mhm. dans le langage, on te dit tu es ci, tu es ça. Mais en fait, non, c'est ce que l'autre pense. Mais en fait, toi, à l'intérieur, tu peux le croire ou non, mais tu vas te rendre compte si tu vas vraiment en toi, il y a des choses bah, que toi, tu veux vraiment faire ou pas faire. Tu es peut-être complètement différent des autres, tu vois. Et enfin, je sais pas, moi, je sais qu'on est vraiment tous différents. Et puis, ce qui est Oui. intéressant, c'est que j'ai une salariée. Du coup, je peux discuter avec elle et elle est très contente d'être salariée. Elle serait pas Mhm. entrepreneur, tu vois. Oui. Et du coup, ça lui apporte des choses, justement, d'être sur le bateau avec moi. Elle est au cap vers la liberté financière. Ouais. Et donc, ouais, ce serait ça. C'est vraiment d'aller voir qu'est-ce que tu aimes vraiment à l'intérieur et de faire ce que tu as vraiment envie de faire. Mais Mhm. vraiment, quoi. Si toi, tu as envie de lire 2 heures par jour, bah, tu lis 2 heures par jour, même si bah, les autres font pas ça, mais toi, tu as envie, tu le fais. Et c'est là que tu vas te sentir épanoui. Et c'est pas parce qu'on va faire des grandes choses qu'on va être épanoui. Tu vois, c'est vraiment si on fait ce qu'on aime au quotidien. Et si on a vraiment, si ça quelque chose nous touche, par exemple, je sais que je discutais avec une de mes coachs ce matin, qui disait: Ah ouais, moi, j'aimerais bien quand même dans les centres équestres faire évoluer. C'est ça qui te touche, mais vas-y, fais-le, fais des actions là-dessus. Tu vois?
et de faire et puis du coup, quand tu auras des peurs qui vont venir, bah, d'aller écouter tes peurs et de voir qu'est-ce qui est caché derrière, quel besoin n'est pas comblé et hop, tu vas t'éclater dans ta vie. J'adore, ça me parle beaucoup. Donc, vraiment savoir ce qu'on veut faire dans sa vie, écouter ses envies et écouter ses peurs. Ça, c'est aussi très bien. Mmh. Aller voir d'où viennent nos peurs et comment on peut passer au-delà. C'est ça. Ok, Ouais, c'est super. ça. Bah, écoute, Marie, merci beaucoup. Je pense que voilà, notre conversation est extrêmement intéressante et que ton parcours est super inspirant et va pouvoir donner plein d'idées aux auditeurs qui vont écouter ce podcast. Est-ce que tu veux rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, sur ton site, voilà. Où es-tu, Marie, sur le net? Bah, il suffit de taper, Marie Madec sur Google, en fait, et on tombe Ok. sur mon site internet et dessus, bah, il y a voilà, il y a tout ce qu'il faut pour me contacter et puis sinon, bah, je suis présente bien sûr sur Instagram avec, Marie Madec ABC, du coup, pour Académie Bienveillante du Cheval et Ah sur oui. Facebook. Ok, j'avais pas fait le lien. Ok. Ouais, c'est ça, Marie Madec ABC ou Marie Madec sur Facebook et puis voilà, je réponds, aux messages privés, aux mails, voilà, si jamais quelqu'un veut me contacter pour, la gestion des peurs avec son cheval, du coup, parce que du coup, je ne coach que les couples. Parce que c'est ce que j'aime faire. Donc on me propose de tu sais, des fois: «Bah, tiens, vu que tu sais faire pour les humains, tu peux me faire?» Mm. Non, je fais que ce que j'ai envie et moi, je veux le cheval et l'humain ensemble. Donc si vous avez un cheval et que vous voulez développer la relation, je suis là et sinon, bah, voilà, il y a plein d'autres professionnels pour les gestions des émotions. Ok, super. Ben écoute, merci beaucoup. Donc maintenant, les gens savent où te trouver. Je souhaite à tout le monde de vivre sa meilleure vie. Et Marie, encore un tout grand merci et à bientôt.